Alison Pinault. 273 sélections et 689 buts en équipe de France de handball. Et l'équipe de France est en finale, Amélie, championne olympique, les Français. Médaille d'or olympique, championne du monde, championne d'Europe. Élue meilleure joueuse du monde en 2009 alors qu'elle n'avait que 20 ans. Alison Pinault. Alison explose tous les records. C'est tout simplement la meilleure joueuse de handball en France et probablement de tous les temps. J'ai eu l'immense honneur de l'accueillir. Avec les fausses informations. Malgré son palmarès, Alison reste super accessible. Vous allez le voir, les échanges qu'on a eus sont réellement passionnants. On revient sur sa jeunesse, sur son parcours, qui ont construit son ambition et sa motivation. J'avais envie d'avoir une vie palpitante, de voyager, découvrir le monde. Le sport, c'était le vecteur finalement de tout ça. Ma réussite me permettra de faire ça. Elle s'est forgée un caractère d'excellence qui lui a permis de toujours atteindre ses objectifs très ambitieux. J'ai toujours eu cette capacité à arriver à mes fins parce que je me réfugiais toujours dans le travail. Je voulais être la meilleure, donc j'ai fait des choses pour. Elle nous partage aussi les grands moments de doute qu'elle a dû traverser et comment elle a réussi à les surmonter. Et à un moment donné, j'ai explosé complet. Vous allez le voir, c'est une femme ultra talentueuse, mais aussi extrêmement curieuse. Elle s'intéresse à tout. Et vous verrez que c'est cette curiosité qui lui permet de trouver les clés à certains de ses problèmes. Il y a tout cet impact extérieur qu'on mesure pas, mais qui impacte notre corps. Enfin, j'ai été très inspiré par sa générosité et l'intention positive qu'elle met dans tout ce qu'elle entreprend. Qu'est-ce que tu aurais envie qu'on dise de toi plus tard ? La trace que tu as envie de laisser. Ce qui est indéniable, c'est un épisode très riche avec une légende du handball. Je vous embête pas plus et on commence cet épisode avec Alison Pinault. Salut Alison. Salut Barthélémy. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, je suis très ému d'être là. J'étais beaucoup sur les bords du terrain de hand quand j'étais plus jeune. J'ai beaucoup regardé le hand. Je pense que j'ai pas loupé un seul match de l'équipe de France masculine et féminine depuis 10 ans. Quand c'était retransmis à la télé, en clair. Donc forcément, tu vois, j'ai une émotion toute particulière, quoi. Et hier, j'ai regardé des images, j'ai vu 173 buts avec le maillot de l'équipe de France. Mais alors, c'était Wikipédia avec les fausses informations. On est à combien en vrai ? 680. On n'est pas très loin des 700. On n'est pas très loin des 700, je crois. Et voilà. 273 sélections. Ouais, proche des 700 buts. En club, en pro, tu fais combien de buts ? Je sais pas. Ouf. En club, aucune idée. Ça compte plus. Non, c'est pas que ça compte plus, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment compté du coup en club. Ouais. La seule chose que je sais, c'est que ma saison la plus prolifique en Ligue des Champions, c'était aux alentours des 72 buts ou 75 buts. C'est exceptionnel. Donc ouais, tu vois, franchement, je suis un peu ému et j'ai hâte et je stresse un peu, tu vois. Des fois, je suis très à l'aise et là, je suis un peu stressé. Pas besoin de stresser. Et c'est toi qui me mets à l'aise. T'es beaucoup plus à l'aise que moi aujourd'hui. Ouais, bah, y a pas de raison. On est cool, on est là, on est chill. On va passer un bon moment. Donc grave. Y a pas de raison. Grave. Mais écoute, j'ai trop hâte. Je suis vraiment content d'être là. Et effectivement, il y a ton livre qui sort en janvier. Une biographie que t'écris avec Les Sportifs, le magazine, la maison d'édition, qu'on embrasse. Donc j'ai hâte que tu nous fasses un petit préambule, tu vois, tu nous fasses un petit résumé de tout ça. La première question que je pose aux athlètes qui viennent au studio et qui participent à Extraterrien, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Alors, le mien perso, du coup, peu importe l'athlète, la personne, parce que c'est vrai que quand je pense à sport, pour moi, c'est les Jeux Olympiques, c'est la Coupe du Monde 98, c'est ça, pour moi, mes premiers souvenirs de sport. C'est la télé ? Ouais, exactement. C'était un moment familial ? Oui, c'est Marie-Jo Pérec, c'est ça, c'est la France de Black Mambler de 98 avec Zizou, Laurent Blanc, Barthez, enfin tout ça quoi. Ok, ouais. C'est vrai que ça faisait vibrer quoi. Et
On retrouve moins cette ferveur un peu maintenant, je trouve. Tu vois, en 98, moi je me souviens, comme je te disais, j'ai grandi à Montreuil et à Fontenay-sous-Bois. Et le Black Blamber, tu vois, à 8 ans, c'était... Toi, t'avais 9 ans, je crois. Ouais. C'était important, on le sentait, on le vivait, quoi. Je trouve, dans les quartiers, c'était... Moi, ça m'a marqué, tu vois. On était... même pour les parents, tu vois, il y avait un message hyper important de « Ok, on a tourné une page, tu vois, sur... Enfin, la France avance, tu vois, sur ces démons du passé, tu vois. J'avais l'impression que c'était un peu ça. Enfin, maintenant, avec mon œil de 30 ans. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on est revenu en arrière, donc je me dis à quoi bon. Mais... Pas faux. Ouais. On a la sensation de reculer, mais finalement, c'est pas que la France, hein, c'est vraiment mondial, du coup, c'est planétaire. On se rend compte quand même du populisme, du communautarisme. C'est pas simple, honnêtement, mais... Finalement, je ne sais pas si on doit se sentir rassuré qu'on le voit partout ou que ça se répande partout. Je ne sais pas si on doit le dire comme ça, mais finalement, même des pays où avant, tu te disais « Ah, mais ils sont plus avancés que nous, ils sont beaucoup plus ouverts. » Aujourd'hui, tu sens que quand même, il y a cette difficulté face à l'immigration, les différences culturelles, etc. Tu sens que c'est très marqué, c'est très ancré et finalement... tu te dis que on est censé avancer et pas reculer finalement. Donc c'est compliqué. C'est vraiment des sujets qui sont compliqués. Et finalement, qu'est-ce qui amène qu'on en arrive là? Je pense que le fond du problème, il est plutôt là, quoi. Ouais. De se poser cette question: pourquoi on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? C'est ce qui nous mène où on est aujourd'hui. Mmh. J'ai tendance à être positif, tu vois, et à me dire, il y a des petits pas en arrière, mais il y a quand même des grands pas en avant. Ouais, bien sûr. On s'ouvre quand même de manière générale. Tiens, je mets un peu les pieds dans le plat. Toi, tu as beaucoup joué dans les pays de l'Est. Il y a Slovénie, Roumanie, Macédoine, là en ce moment Lituanie. Non, moi je suis en Slovénie. Mais j'ai joué au Monténégro aussi. Monténégro aussi. C'est pas des pays qui ont bonne réputation sur l'ouverture d'esprit. Honnêtement, alors par rapport à la Slovénie, c'est assez marrant parce que finalement dans tous ces pays Balkans, on les appelle la Suisse des Balkans. Parce que c'est le pays finalement le plus proche du coup de l'Europe de l'Ouest, et c'est un pays qui est très tranquille, et c'est vrai qu'en termes de caractère et culturellement c'est beaucoup moins marqué que les autres pays. Les autres pays comme la Croatie, la Bosnie, les Serbes. Exactement, les Serbes, le Monténégro, la Macédoine. Et du coup, parce que il y a aussi cette différenciation religieuse où ils ont dans les pays que je viens de citer, du coup, il y a beaucoup d'orthodoxes. Ils sont très marqués donc orthodoxes, et du coup, la communauté catholique est beaucoup moindre. En Croatie, c'est un peu moins vrai. Je pense que c'est un peu entre les deux, mais c'est vrai que la Slovénie sont plutôt plus catholiques que orthodoxes. Okay. Et donc, la Slovénie, je pense que c'est un pays ouvert, c'est un pays qui est chouette, parce que ils sont entourés, ils sont au milieu de l'Europe, ils sont entourés des Italiens, ils sont entourés des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois et des Croates. Et donc, du coup, ils s'inspirent un petit peu ils gardent leur tradition, mais finalement, il y a l'influence un petit peu de l'Ouest qui est très proche d'eux, et donc ça fait partie de leur patrimoine, ça fait partie de leur histoire et de leur culture. Donc il y a cette différenciation. C'est vrai que plus on va vers l'Est, et plus c'est marqué du coup. Donc c'est vrai que quand tu réfléchis, quand tu vas là-bas, moi, ce que j'adore dans ces pays-là, c'est les gens, ils sont d'une gentillesse, ils ont le cœur sur la main, il y a une ferveur dans le sport, il y a ce patriotisme très, très marqué, très fort, très marqué. Moi, je les appelle les fous, en fonction de certains pays. Enfin, je pense au Monténégro, je les appelle un peu les fous. Mais ils ont cet amour patriotique ancré en eux. Ouais, c'est très, très, très fort. C'est très marqué. Parce que ils ont
ils ont pas grand-chose, finalement. Ils ont des choses, mais ils ont pas grand-chose. Ils sont pas aussi développés que, par exemple, nous en France, en Allemagne, en Italie. Et bien sûr, quand tu penses que, du coup, la Serbie est pas... donc, ils sont dans l'espace européen, mais ils font pas partie de l'Union européenne. Il y a ça aussi, du coup, il y a les influences historiques aussi qui rentrent en compte. Mais oui, il y a... petit à petit, il s'ouvre. C'est vrai que la place de la femme n'est pas la même. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, plus tu vas dans l'Est, plus tu vas en bas, et plus tu sens que, bien sûr, il y a toujours la place de la femme, la voix de la femme, elle est pas très, très libre, j'ai envie de te dire, comme ça peut l'être chez nous. Mais les femmes travaillent, bien sûr, on n'est pas non plus au Moyen-Âge, hein, mais la considération, même à la maison, la femme, les tâches et tout, etc., tu sens que on est quand même, je pense, 20 ans en arrière. Des fois, tu te dis, ah ouais, donc c'est dans les comportements, dans l'approche, la vision avec les femmes, c'est pas toujours simple. La considération qu'il leur est donnée, c'est des fois tu dis c'est rude. Quand tu viens de l'Europe de l'Ouest et t'es confronté à ça, des fois tu dis mais il y en a, t'as vraiment envie de leur coller des baffes, quoi. Ok. Ouais, il y a une influence très méditerranéenne, je trouve, telle que tu le dis, qu'on peut retrouver effectivement dans d'autres pays. Mais merci pour ces précisions. Ça a l'air d'avoir hyper bien étudié la question, en tout cas d'être vraiment concerné, tu vois, et d'avoir pris le temps de comprendre la situation. Oui, parce que j'ai fait plusieurs pays. Moi, j'adore ça. J'adore voyager. J'ai voyagé dans énormément de pays dans le monde. Toute seule, et finalement c'est ce qui m'a permis aussi de devenir la femme que je suis. C'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a façonné, et j'aime m'enrichir de ça, de ces différentes cultures, de toutes ces traditions, et aussi finalement de t'imbiber de ce qui se passe et de te confronter un petit peu aux difficultés des autres et de comprendre leur manière de penser, de fonctionner, d'où ça vient, d'où ça part, parce que tu sens bien que la manière où les médias nous présentent les choses, ça relève pas réellement la réalité. Et aujourd'hui, on sent un peu la manipulation des médias, surtout quand tu regardes la télé. C'est pas toujours relaté de la bonne manière, ou du coup d'une manière positive, où on réduit les angles du coup et ça m'a permis. L'étranger, ça m'a vraiment permis du coup de l'ouverture d'esprit, mais surtout d'apprendre l'empathie, et puis surtout de me rendre compte à quel point je suis chanceuse d'être française. C'est surtout ça. C'est ce que ça m'a permis d'acquérir, de me rendre compte de cette chance, et surtout, quand je dis chance, c'est toutes les possibilités qu'on a. C'est surtout ça. Ouais. Je suis d'accord. tu fais bien de le rappeler. On oublie, tu vois, le privilège qu'on a, et juste que d'avoir un passeport français, quoi. Moi, mon premier fils, il est franco-thaïlandais, tu vois, et avoir un passeport français, c'est un luxe, quoi. Quand t'es thaïlandais, tu vas pas en Chine comme ça, tu vas pas en Europe comme ça, tu vas pas dans plein de pays, tu n'y vas pas comme ça, et t'as une en France, tu vois, avec la protection sociale, le droit à l'éducation, le droit à la santé, on se rend pas compte de ça, parce que tant qu'on n'y est pas confronté, on se rend pas compte de ça. Mais il y a le système de santé. Des fois, vous allez moi, je sais qu'en Roumanie, des fois, je partais dans des hôpitaux, je me suis dit, waouh, tu prends une claque. Tu prends vraiment une claque. Et des fois, même en termes d'hygiène, en termes de trucs, moi, je me rappelle, au Monténégro, c'est pas pour te dénigrer, mais c'est juste la réalité, ce sont les faits. Tu vas sur la table, donc t'arrives, je me pète le nez au Monténégro, je vais pas à l'euro, et du coup, j'avoue, je suis pas sereine. J'avoue, je suis pas du tout sereine quand je vais à l'hôpital. Pour un nez cassé. Ouais. Donc c'est pas un rein à changer, tu vois. Ouais, carrément, mais je me dis, j'arrive dans l'hôpital, je me dis, hôpital public, quoi, parce que c'est pas la clinique, c'est l'hôpital public. Et donc quand tu sais les moyens qui sont mis, etc., et qu'en général les gens, il y a énormément de cliniques, donc les gens ils vont dans des cliniques. Et là je me dis, waouh. Et donc je flippe un peu, je passe, on attend, et puis en fait les gens ils viennent
en consultation et ça passe et la table, il y a les trucs, des fois, sont pas nettoyés, il n'y a pas de papel, la table, il y a un trou dedans, quand tu connais les standards français, pas forcément mais juste un standard, et que tu vois des trucs comme ça, tu fais waouh. Mais finalement, c'est ce qui te permet de. Moi, je suis quelqu'un, dans mon caractère, je suis très terre à terre. Et finalement, c'est ce qui te permet de garder le pied sur terre et de te dire ouais. N'oublie pas d'où tu viens, que c'est une chance, quoi. Que t'as des conditions, tu vas à l'hôpital, t'es couvert, enfin. Il y a énormément de choses. Je veux dire, même le niveau de l'éducation, etc., à l'école. Enfin, je sais que ce ne sont pas les plus belles heures actuellement de notre éducation et que le système est remis en cause. Et c'est normal, finalement, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses peut-être qu'on devrait améliorer ou peut-être faire progresser ou différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on apprend à l'école, finalement, c'est tout ce qui nous sert pour notre vie de demain? Donc, il y a toutes ces questions. Est-ce qu'on devrait pas amener d'autres choses, être moins focalisé sur le théorique, être beaucoup plus finalement dans le pratique, apprendre des métiers manuels, apprendre énormément de choses sur la sustainabilité, sur ce genre de choses, apprendre à cuisiner, enfin, énormément de choses qui finalement, parce qu'on se rend compte quand même dans le monde d'aujourd'hui qu'on revient beaucoup à la terre, qu'on revient beaucoup finalement aux choses d'avant, parce que on épuise les ressources naturelles de notre monde et l'industrialisation a fait beaucoup de dégâts. On est où on en est. La planète se réchauffe et donc finalement on cherche... On retourne au naturel. On retourne au naturel. On veut mieux se nourrir. On veut des trucs qui sont... Il y a moins de pesticides. Donc, est-ce que c'est pas des choses qu'on devrait finalement apprendre depuis le plus jeune âge, qu'on devrait à l'école mais bien sûr, il y a les basiques qu'il faut apprendre, mais c'est des choses qui sont aussi importantes maintenant dans notre société. Donc, ça serait cool. Je t'enverrai, j'ai écrit un post LinkedIn qui a fait beaucoup de bruit, qui s'intitulait les 10 choses qu'on devrait apprendre à l'école si on veut sauver la planète. Et ça avait fait beaucoup réagir parce qu'en conclusion, la conclusion du post était forcément provocatrice, mais j'avais dit si on veut faire un monde meilleur, lire Madame Bovary ne sert à rien en fait. Et beaucoup de gens passionnés de littérature ont réagi, tu vois, à cause de cette petite phrase, alors qu'il y avait beaucoup de fondamentaux. Je pense que dans ce post, je partais du principe que tu connais le concept des intelligences et des natures multiples. En gros, on a 10 intelligences, tu vois, l'intelligence... C'est pas 9 ? Ouais, mais après, ça dépend comment tu... Ça dépend comment est-ce qu'on les... Moi, je connais... Ouais, du coup, ça, je connais. Mais tu vois, il y a l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, linguistique, organisationnelle, mathématique, naturaliste, géographique, corporelle fine, corporelle large. Forcément, j'en ai 7, je vais en oublier. Je vous remettrai le lien dans la description pour les autres, mais le constat, c'est que l'école va travailler très peu, en fait, de certaines intelligences, tu vois. Émotionnelle, du coup, t'as oublié. Et ouais, l'intelligence émotionnelle, par exemple. L'intelligence visuelle aussi, sur les couleurs et tout. Et du coup, ouais, on pourrait peut-être les développer. Et aussi, on se rend compte que plein d'enfants qui grandissent dans la nature, très proches de la nature, en fait, sont beaucoup plus équilibrés sur le long terme, quoi, tu vois. Donc, ça ferait peut-être un petit peu du bien. Donc, je partage ton point de vue. Non, mais surtout quand t'as pas grandi dans la nature. Moi, par exemple, c'est quelque chose j'avais pas cette fibre avant. J'avais pas cette fibre parce que j'ai grandi tout simplement dans les quartiers. Et à la ville, et donc moi je viens d'une famille modeste et donc j'avais pas cette possibilité. On a fait quelques trucs avec l'école, quelques voyages scolaires, etc., mais c'est pas assez pour se rendre compte en fait de l'impact de l'environnement qui nous entoure. Et donc donner cette chance du coup à ceux qui vivent pas dans la nature, qui sont pas dans la montagne, qui sont pas, et leur dire c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça le cycle, on peut faire ça même si on habite à la ville, on n'a pas besoin d'aller dans une forêt, enfin et c'est ça le but, c'est de sensibiliser dans ce sens, de dire que t'as pas besoin d'habiter là finalement pour savoir ça, pour le faire. Ok. Ouais. Elle était comment, Alison, plus jeune à l'école? Studieuse. Très studieuse. Ouais, j'étais studieuse, mais aussi après quelques années très bavarde. Dans mon bulletin, élève studieuse, mais très bavarde. Bavarde c'était marqué dans mes bulletins.
J'ai été très studieuse jusqu'à temps que je commence à faire du sport. Pas pour dire que c'est pas compatible, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est compatible. Mais parce que j'avais un objectif et que j'ai toujours voulu faire carrière dans le sport. Donc, jusque à la fin du collège. Après, maintenant, je fais des études en finance à l'EDEC. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mon bac, après, j'ai arrêté. J'ai dit, je vais faire focus sur ma carrière. Mais je m'étais promis de reprendre mes études parce que, au fil déjà, c'était une promesse parce que moi, j'ai toujours rêvé et kiffé de faire une université américaine. C'était vraiment moi, j'ai vraiment vécu un peu cette génération du American Dream, du coup. Et du coup, j'ai toujours voulu faire une université américaine. Et finalement, c'est pour ça que je m'étais toujours promis de reprendre mes études. Et puis, en grandissant et puis en étant face à la blessure, je me suis rendu compte que c'était une priorité. Et puis après, j'ai commencé à être de plus en plus curieuse de la vie. Et puis, je me suis juste rendu compte que finalement, la connaissance, c'était le pouvoir. Ok. Ouais. Le pouvoir, pas du côté péjoratif en disant je veux mener les autres et je veux faire, non. Mais plutôt de dire que connaître des choses, s'intéresser finalement à tout, c'est aussi te permettre d'avoir des discussions qui sortent de l'ordinaire, avoir des discussions avec des gens qui sont pas dans ton monde, dans ton cercle, et finalement te permettre de parler de tout, de converser simplement à partir de pas grand chose, même si je connais pas un domaine, je m'y intéresse en posant des questions en disant ça, parce que j'arrive à faire aussi des interconnexions finalement entre les autres choses, les autres sujets que je maîtrise. Et puis c'est toujours finalement important de se cultiver, c'est enrichissant d'apprendre des autres. Et c'est ce qui m'a permis finalement de me pousser à reprendre aussi mes études. C'était une promesse, mais aujourd'hui, ça me permet de connaître pas mal de choses, et c'est super intéressant de se dire que tu as cette capacité finalement de discuter d'énormément de choses, même avec des gens qui finalement ne viennent pas de ton monde et qui te posent des questions et tu es capable de répondre. Et c'est dans ce sens-là que moi je veux dire, c'est que finalement, tu te rends compte que ce qui sépare souvent les gens, c'est pas forcément le monde qui les caractérise ou le monde d'où ils viennent, mais c'est finalement les sujets qui sont traités. C'est les conversations que tu as avec eux. Parce que certes, moi, je viens de ce monde un peu modeste, toi, tu viens d'un milieu qui est plus aisé, mais finalement, on a des choses en commun. Et ce qui fait qu'on a des choses en commun, c'est qu'à un moment donné, je suis capable de m'intéresser à ce que tu fais, comme toi, tu es capable de t'intéresser à ce que je fais, parce que on se rejoint au milieu et finalement, on parle de quelque chose qui nous passionne tous les deux. Et souvent, je pense que la barrière, c'est ça, c'est que les gens, ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes parce que des fois, tu n'as pas les skills. Mais des fois, tu as peur parce que tu dis, ouais, mais c'est pas mon monde, c'est pas... ces gens-là, ils sont un peu trop comme ci, un peu trop comme ça, et tu fais des jugements, mais j'ai envie de dire que c'est valable des deux côtés, finalement. Ouais. Ok. T'as manqué de rien ? Non, j'ai manqué de rien. J'avais un toit, j'avais à manger. Ma mère se battait pour nous, mes parents divorcés quand j'étais très jeune. Non, j'ai manqué de rien. Bien sûr, on aspire à quelque chose, à plus de confort. Mais j'ai manqué de rien. Je veux dire, j'avais des vêtements sur moi. Ma mère s'est toujours, entre guillemets, sacrifiée pour satisfaire certains de nos désirs, avec les moyens qu'elle avait. Merci à elle. Mais non, j'ai manqué de rien. J'avais à manger dans mon assiette et voilà. Et puis j'ai vécu des beaux moments dans mon enfance. On mange toujours le même gâteau d'anniversaire que mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc non, j'ai manqué de rien. Ok. C'était important pour toi de faire mieux ? Ouais. C'était important pour moi parce que j'ai envie de dire qu'à un moment donné, on aspire tous à quelque chose de mieux et de plus, comme j'ai dit, le confort, et puis surtout aussi à permettre aussi à ma mère de se dire qu'à un moment donné, si demain, elle peut se retourner et se dire ok, mes enfants, ils ont eu une chance, ils ont réussi à saisir leur chance, et que si demain, elle a besoin de nous, elle peut se retourner vers nous. Après, moi, j'aspirais à ça, c'était surtout parce que j'avais envie d'avoir
une vie palpitante. J'avais envie de être capable d'offrir des choses que peut-être ma mère n'avait pas pu nous offrir, faire plaisir d'une autre manière, et puis surtout de pas se dire qu'il faut tout le temps se serrer la ceinture. C'est surtout ça. Et voilà, et puis surtout de voyager. Ça aussi, c'était important pour moi, de voyager, découvrir le monde. Et ça, tu peux le faire quand t'as quand même un peu de moyens, quoi. Et voilà. Ok. Et à quel moment tu t'as su que ta voie pour y arriver, c'était le sport? Je pense que le sport, c'était le vecteur finalement de tout ça, mais plus dans le sens, ma réussite me permettra de faire ça. Et pas genre je vais dans le sport pour gagner de l'argent. C'était pas ça. Moi, mon credo, c'était ma réussite sportive, ma carrière, l'olympisme. C'était tout ça. Ok. Ouais. Et tu te souviens à quel âge tu commençais à rêver de tout ça? Ouais, très tôt. Mais moi, mon idole de jeunesse, ça a été Marie-Josée Pérec. Parce qu'on est de la même île, guadeloupéenne. On m'a souvent dit que je lui ressemblais parce que j'avais un peu la même coupe, j'étais longiligne comme elle, les longues jambes. Donc, et même encore, on me le dit encore la semaine dernière, quelqu'un qui me disait, donc taxi, vous savez, vous ressemblez à Marie-Josée Pérec. Et ça me fait toujours sourire. Et il me dit, on vous l'a déjà dit? Je dis oui, on me l'a dit assez souvent. Et ouais, c'est ça. C'est Marie-Jo, c'est ça. C'est tous ces moments-là, finalement, de mon enfance, les jeux d'attentat, les jeux de Barcelone, j'étais trop jeune, donc je revois après des images. Mais je me souviens, du coup, d'Atlanta et de Sydney, du coup. À quel âge tu commences le hand? 11-12 ans. 11-12 ans? Tu te souviens des premières émotions? Ouais. Carrément. Je me souviens, le premier entraînement, j'arrive à la salle et puis du coup, j'ai jamais vraiment fait de handball. Puis moi, c'est un entraîneur, du coup, l'entraîneur de l'équipe qui est en 2e division, qui était éducateur, du coup, les étés. Moi, je faisais les camps de vacances de ma ville. Les camps d'été de ma ville, et je faisais beaucoup de sport, je touchais à tous les sports pour voir là où j'allais exceller, mais finalement j'étais bonne dans tous les sports. J'étais bonne, où tu sentais que j'avais une aisance et une facilité à apprendre. Et moi, je faisais, par exemple, des triathlons. Donc, je faisais les triathlons. Okay. J'ai quasiment jamais de nana qui était inscrit. Donc, moi, j'étais toujours inscrit. Et c'était la compète. Et donc, le triathlon, la nage, la course et du coup, et le vélo. Et en fait, je concourais contre les mecs. Contre les mecs. Et c'était trop marrant parce que ils me fumaient à la nage. Donc, je sortais à la nage, j'étais quasiment dernière. Puis après, le vélo, je refaisais mon retard petit à petit et je les fumais tous à la course. Et donc, je gagnais tout le temps comme ça. et ouais, j'ai vraiment touché à tout. C'est lui qui m'a poussé, du coup, qui m'a dit, ouais, t'as des grandes mains pour faire du handball, tu devrais t'y essayer. Première année, il me le dit sa première été. Bon, à cet âge-là, 10 ans, ça rentre dans une oreille, ça sort. Et puis l'été d'après, je le revois et rebelote, il me le redit. Il me dit, non, mais vraiment. Et je dis, non, c'est la 2e fois qu'il me le dit. Je devrais peut-être essayer. Puis, je vais tout simplement en fin d'année, je vais à un entraînement et j'essaye tout simplement comme ça. Et je me dis, ouais, trop fun. Je me rappelle une facilité et je me dis, ouais, trop bien. Et j'avais des copines, j'avais une copine qui en faisait déjà, qui habitait dans le même bâtiment que moi, qui en faisait déjà. Et je lui dis, ouais, l'année prochaine, je vais m'inscrire et tout, etc. Et du coup, on s'est inscrits les trois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du handball. Ok. Et tout de suite, une grosse aisance. Ouais. Et de la facilité à jouer. Ouais, ok. Ouais. T'as tout de suite été mise à ton poste? Non. Non. T'as joué un peu partout? J'ai joué, alors pas partout, mais du coup, comme j'avais des grandes mains, j'arrivais bien à choper la balle assez facilement. J'avais une aisance. Ils m'ont mis pivot. Ok. Ils m'ont mis pivot. Donc j'ai commencé, j'étais pivot. Ok. Ouais. C'est dur, pivot. En plus, jeune, tu prends beaucoup de coups. Hein. De toute façon, que ce soit jeune ou plus expérimenté, je prends toujours beaucoup de coups, pivot. Ok. Jusqu'à quel âge tu joues pivot?
jusqu'au moment où je rentre au pôle. Donc, la première année, je fais saison au pôle pivot. Mais en club, je commence déjà à jouer sur la base arrière. Et deuxième année au pôle, ils m'ont dit non, mais on te met sur la base arrière parce que je faisais. En fait, la première année, je suis arrivée, je faisais moite-moite. Et la deuxième année au pôle, ils m'ont dit non, mais tu vas faire que arrière parce que je suis longiligne, j'ai pas une énorme corpulence et donc et j'avais en fait des capacités de 1 contre 1 des débordements. J'avais des qualités physiques un peu au-dessus. Et ils m'ont dit non, on va les utiliser sur la base arrière. Donc voilà. Ok. Et à ce moment-là, c'est clair dans ta tête que tu devais devenir joueuse pro? Ouais. Mais je le savais avant, moi, que j'allais faire carrière dans le sport de haut niveau. Je savais que j'allais faire carrière, c'est ce que je voulais. Je savais simplement pas dans quel sport. J'avais besoin, justement, je pense, de toucher à tous ces sports. Finalement, c'est ça qui m'a donné un peu la fibre. Le fait de cette âme un peu touche à tout avant de savoir ce que je veux faire. Parce que j'ai touché à tous ces sports, le tennis, je faisais le triathlon, j'ai fait de l'escalade, on jouait au ping-pong quand on attendait, basket, foot, même, il y a eu le triathlon, comme j'ai dit. J'ai vraiment touché, je faisais aussi de l'athlé. Le week-end, je jouais avec mes potes au City Stade, on faisait du basket, on faisait du foot, on faisait des one-one, je me revois jouer même des dimanches matins quand il pleuvait, on sortait, on allait jouer. Donc j'ai été touche à tout avant de trouver ma voie, mais j'ai toujours su que j'avais fait carrière. Okay. Ça, c'est ce que j'ai toujours voulu. Ouais. Ok. Ça me fait penser beaucoup à ce que tu dis, à ce que m'avait dit Florent Pietrus aussi, que tu connais, j'imagine. Ouais. Et j'ai l'impression, tu vois, moi j'ai la famille par alliance en Martinique, okay. Donc je suis très souvent allé dans les Antilles. Et j'aime beaucoup, tu vois, je me sens... C'est presque mon deuxième chez moi. Parce que je connais beaucoup des gens là-bas qui sont en plus, tu vois, des Martiniquais, tu vois, qui sont pas des expats. Et c'est fou le nombre de jeunes, je trouve, qui savent et qui disent qu'ils veulent devenir champions et athlètes de haut niveau. Tu sais d'où ça vient? Moi, je pense que c'est la télé, honnêtement. C'est marrant parce que le premier sport que je fais, c'est la danse classique. Le conservatoire était à côté de l'école primaire et la première chose que j'ai fait, c'est le solfège et la danse classique. Mais j'étais garçon manqué, je jouais dans la cour d'école au foot avec les gars, les billes, les cartes, les POG. Donc, ouais, je pense que c'est la télé. Moi, en tout cas, c'était Marie-Jo, c'est le fait. Alors, j'ai dit, ah ouais, okay. Je vais faire ça. Ouais. Après, dans ma famille, on est sportifs. Ma mère a fait de l'athlé. Je viens d'une famille antillaise, donc on s'est commencé. C'est beaucoup le cyclisme, le vélo. C'est très marqué. C'est très marqué. Mais il n'y a pas eu de champion. Après, moi, je pense que c'est la télé, le fait de voir. Moi, je pense que c'est ça. Ça a été Marie-Jo le déclencheur. Ouais. Ok. Ah, mais c'est marrant. Je suis curieux de savoir parce que c'est quand même, tu vois, une terre d'athlètes. Je pense que si tu prends les départements français, ouais. Je pense que tu vois, c'est les 2 îles en termes de concentration d'athlètes les plus prolifiques pour la France, quoi, de manière générale. Et faut en être reconnaissant, et c'est vraiment une terre de sport, quoi. Tu sens que les gens ils sont passionnés de sport. Ça, j'aime bien. Ouais. Je discutais ici, hier avec un ultra trailer à La Réunion. Alors, tu vois, c'est pas du tout comparable, mais il me disait ouais, les gens adorent les gens sont fans de sport, quoi. C'est important pour eux, quoi. Ouais. Les événements. T'as été au très haut niveau très jeune, de ce que... En tout cas, de ce que je ressens, moi. Est-ce que ça monte pas trop à la tête? Parce que t'es de 1989, il me semble qu'en 2009, t'es déjà élue meilleure joueuse du monde. Ouais. Ta première sélection, c'est en 2007? Ouais, en février 2007, ouais. J'avais fait la préparation de l'Euro 2006. J'avais pas été pris parce que je venais d'arriver, etc. Mais j'avais fait, quelques mois avant, j'avais fait la préparation, du coup. Ouais. Ouais. Donc ouais, 17-18 ans, t'arrives en équipe de France. 20 ans, meilleure joueuse du monde.
Le premier titre avec la France, il arrive quand ? Bah, du coup, c'est... Le premier titre, c'est en 2017, du coup. On a fait des médailles. Je suis 2 fois vice-championne du monde en 2009 et en 2011. Ok. Mais le premier titre, il a mis beaucoup plus de temps. Ouais. Est-ce que ça monte pas à la tête avec le recul ? Ça peut, mais moi, ça m'est pas monté à la tête parce que ça n'a pas été simple à vivre. C'était une période qui était compliquée parce que ça suscitait énormément de jalousie. De qui ? Dans la planète handball, en France, les gens autour, parce que je venais d'arriver, que j'étais très jeune et que je devais prouver encore. J'avais pas encore assez prouvé pour, en gros, mériter ça. Même si je sortais d'une saison, d'une très belle saison en club. On avait fait vice-championne du monde avec l'équipe de France. Donc, ça a suscité énormément de jalousie, tout ça. Ça n'a pas été... j'ai mis 1 an vraiment à... Pas à m'en remettre, mais plutôt 1 an vraiment à gérer, à apprendre à gérer. Et surtout, à prendre de la distance et à me blinder. À me dire, OK, j'ai compris. Et ça m'a permis vraiment de me blinder et finalement de me dire, OK, maintenant, les gens, tout ça, je vais prendre du recul par rapport à ça et je vais me protéger. Je vais me protéger de tout ça parce que sinon, je vais me faire mal, ça va me faire mal à la tête. Et j'ai mis cette distance, je me suis blindée et ça m'a permis, je pense aussi, d'apprendre à gérer la pression. Comment on se blinde ? Comment on gère cette pression-là ? On apprend pas à pas. On apprend pas à pas. Surtout, moi, j'évite vraiment tout le temps d'éviter de me faire polluer. Les gens qui sont toxiques, les réseaux, lire tout ce qui se dit sur moi. C'est comme ça que tu arrives à prendre de la distance, que tu te mets une protection. Et moi, je pense que je suis assez droite dans mes bottes. Et ça a été une motivation supplémentaire, du coup, après cet épisode-là. C'est vrai. De briller encore plus, finalement. Parce que j'ai toujours eu cette capacité, finalement, à arriver à mes fins. Parce que je me réfugiais toujours dans le travail. Et parce que c'est les valeurs que ma mère, elle m'a inculquées. Quand tu veux quelque chose dans la vie, il faut te battre et il faut travailler dur. Et c'est le schéma que j'ai reproduit. J'ai reproduit pour arriver. J'étais à fond dans mon travail. Je voulais être la meilleure. Donc, j'ai fait des choses pour. J'ai mis des choses en place pour. Et voilà. Voilà. C'est comme ça que j'ai réussi justement à me blinder parce que j'avais affiché, et je pense que c'est ça. C'est ça qui a fait que les gens ont peut-être pensé que pour qui elle se prend celle-là, parce que j'ai toujours affiché mes ambitions clairement. C'est vrai. Et ça dérange. Ça dérange énormément. Mais je savais que j'avais les moyens de mes ambitions, et donc j'ai pas eu peur. Et après, t'apprends à t'entourer. Et je pense que le fait de prendre de la distance avec certaines choses, voilà, ça te permet de te blinder justement pour affronter ce qui t'attend. Ok. C'est quoi les choses qu'on t'a dites qui t'ont fait mal ? Très bonne question. J'ai aucune idée là. C'est fou l'amnésie du... Comment ça s'appelle ? C'est un nom. C'est un peu l'amnésie des gens optimistes, tu vois. C'est notre capacité, en fait, à passer au-dessus les gens talentueux et qui ont beaucoup de succès, quand tu leur demandes les moments difficiles dans leur vie, tu vois, soit ils les ont oubliés, soit quand ils te les racontent, c'était pas dur, en fait, tu vois. Ouais, parce que j'ai cette capacité finalement. Il y a des trucs, ça peut me toucher sur le moment, mais très rapidement, comme je suis toujours dans ce truc, il faut avancer, où il y a les moments où il faut faire le don rond et tu vois toujours la lumière au bout du tunnel. Et finalement, il y a des trucs, après, je les oublie. Ça me passe outre, ça peut me faire mal sur le moment, ça peut me toucher, ça peut me blesser, mais après, j'arrive à passer assez aisément outre. Là où c'est peut-être plus compliqué, c'est quand certaines choses me touchent dans mon âme. C'est ce qui...
là, c'est plus compliqué. Du coup, parce que là, on touche vraiment à l'intégrité, à la personne. Et là, ça fait mal. C'est vrai que l'épisode Brest, c'est parce que quand tu te sens lâché par un groupe, alors que finalement, tu portes la voix d'un groupe et que tout te retombe dessus et que tu es quelqu'un, tu crois en l'humain. Tu crois à cette force collective, tu donnes et de l'autre côté, finalement, tu te sens trahi au bout du compte et tu fais « Ah ouais, c'est ça en fait, c'est comme ça ». Donc finalement, chacun pense qu'à sa gueule et à protéger ses intérêts. Ouais. Okay. Et ça c'est dur. Et le jour où je me suis pris cette porte dans la figure, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps, vraiment. Je peux comprendre. Parce que je crois en la force collective. Ouais. J'y crois vraiment. Ouais, puis là, c'est plus Alison la joueuse, c'est Alison la personne. Parce qu'on touche à la personne. La capitaine et exactement. La professionnelle. Ça fait... Ouais, c'est toujours extrêmement douloureux d'être mis en dehors du lot, quoi, entre guillemets, ou de pas être soutenu, quoi. Et qu'est-ce que tu aurais envie qu'on dise de toi, plus tard ? Si on prend les côtés plus joyeux, la trace que tu as envie de laisser. Ce qui est indéniable, c'est, je pense, la trace que je vais laisser. Toutes ces gamines que j'ai inspirées, toutes les générations finalement que j'ai traversées et qui me regardent aujourd'hui et qui me disent je t'ai suivi toute ta carrière, t'es mon idole, même encore aujourd'hui, des gamines qui voient. Ouais, je pense que c'est la trace. Des garçons aussi âgés. Oui. Tu vois. Mais ouais, les gens que j'ai pu inspirer. Ouais, c'est ça, je pense, la trace que je vais laisser à la jeunesse. C'est ça. Une femme qui se bat pour le sport féminin, la place de la femme, pour des valeurs. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai envie de laisser. Voilà. Une athlète engagée, du coup. Ouais, une athlète engagée. Mais pas que, du coup, que l'athlète. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'athlète, mais il y a aussi cette femme à côté. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vrai qu'on n'y réfléchit pas. Moi, je ne réfléchis pas à ça, de me dire qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent de moi. Voilà, je suis une femme, je pense que je suis entière. J'ai vécu des injustices, mais pourtant... je m'arrête pas dessus, et donc les injustices, tu comprends que ça fait partie de la vie. Peu importe ton milieu social, tu seras toujours confronté. Il faut apprendre justement à passer au-dessus de ces injustices, parce que on est tous différemment. À un moment donné, il y en a un, il vient d'une famille, l'autre famille moyenne, l'autre famille modeste, des fois défavorisée. Tu as des enfants qui n'ont pas de parents, quand ils sont abandonnés. Et donc, l'injustice, forcément, elle a un degré moindre en fonction de dans la case où tu te retrouves, quoi. Bien sûr. Mais les obstacles, ils font partie de la vie. La vie, c'est un challenge. Donc, et tu dois constamment passer des obstacles. Peu importe là où tu te trouves, tu dois constamment passer au-dessus de ça, et les obstacles, il y en aura toujours. Donc voilà, je pense une femme battante qui se bat pour des valeurs importantes de notre société, ouais, et puis une femme qui veut faire avancer le débat, justement. Ok, c'est un beau programme. Il y a eu des moments dans ta carrière où justement tu t'es posé la question de qui t'as envie d'être en tant que femme et pas en tant qu'athlète. Je te pose la question parce que j'ai vu récemment le reportage, le super documentaire là qui est sorti sur Strong. Exactement, Strong. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai vécu un an de dépression, tu vois, qui s'est terminé, je dirais, l'année dernière. Et le podcast, ça a été pour moi hyper... salvateur, du coup. Ouais, c'est l'exutoire, ça a été... Ouais, c'était un moment où d'être face à autant de champions et de championnes, où je me disais, j'ai pas le droit d'être cette version de moi-même, tu vois, qui déprime, qui est bloquée au fond de son lit. Et je l'ai caché, en fait, tu vois. Ouais. Je l'ai caché et ça m'a forcé à me sortir de mon lit. Ça m'a forcé à avoir une régularité, de sortir un épisode par semaine. Ça m'a forcé à
à essayer de me mettre, à avoir l'exigence, en fait, qu'un athlète peut avoir envie de lui-même, tu vois, ou d'elle-même. Et du coup, dans Strong, tu vois, je trouve qu'il en ressort, c'est que l'athlète, il s'oublie, en fait. Enfin, la femme ou l'homme qui est derrière s'oublie totalement et que c'est la performance avant tout, le métier avant tout. Toi, aujourd'hui, tu as l'air très consciente de ces sujets-là, tu vois, et d'avoir beaucoup pensé à ce sujet-là. Est-ce que c'est parce que tu as eu un moment de crise, de crack, tu vois, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose, tu vois, que tu as toujours eu, que tu as toujours essayé de préserver? Alors, c'est quelque chose que j'ai essayé de préserver. Je suis très attachée à ces sujets-là. Et moi, j'ai traversé une crise identitaire. J'ai fait énormément de développement personnel, j'ai investi énormément sur moi. J'ai compris, je pense très jeune, que la santé mentale, c'était très important. Et j'avais pas peur finalement d'y être confrontée, d'aller chercher des informations, de discuter, de dire là, c'est comme ça. Et j'ai traversé vraiment une crise identitaire à la période du Covid, parce qu'au niveau personnel, il s'est passé quelque chose. Et ça, je me suis sentie vraiment ébranlée. Et ça a remis énormément de choses sur table par rapport à la personne que je suis. Et ouais, ça a été un déclic qui a été difficile à passer outre, parce que finalement, tu réfléchis et tu dis ça, je veux plus, ça, non. Et c'est ça qui te pousse finalement à aller à cette version de toi-même que tu apprécies beaucoup plus. Et puis finalement, pendant 10 ans, entre mes 20 ans et mes 30 ans, je me cherche. Je me cherche au niveau capillaire, je me cherche. Ouais, mais c'est ça. J'allais aborder le sujet. Mais l'expression de nous-mêmes, c'est ça. Bien sûr. C'est que finalement, quand tu te cherches, tu essaies des trucs. T'essaies de trucs, t'essaies de savoir qui tu es, pourquoi c'est ça et pourquoi pas l'autre, et est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes pas. Et avant, j'étais un peu garçon manqué, et puis maintenant, non, et puis ça, et je me cherchais énormément. Je me suis posé beaucoup de questions. Et puis je suis arrivée à la personne que tu as en face de toi. C'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'assurance, j'ai toujours eu énormément de résilience. Ce qui me caractérise et qui me détermine beaucoup, c'est ce mindset que j'ai. La curiosité m'a énormément aidée parce que ça m'a poussée à me documenter. Et je suis quelqu'un, je veux toujours pousser le truc plus loin, dans le sens où je suis beaucoup dans l'innovation. Je cherche, je veux connaître, je suis intéressée par les nouvelles choses, ce qui peut améliorer mon bien-être, la personne que je suis, mon mental. Et c'est hyper important. C'est hyper important parce que moi, j'ai compris que c'était important d'être aligné. Et avant, par exemple, je refoulais énormément mes émotions. Avant, je refoulais énormément mes émotions de la manière dont j'interagissais avec les autres, comment ils pouvaient les percevoir. Il y avait comme un blocage et j'ai fait un énorme travail sur ça, mais avant je refoulais mes émotions, ou je mettais une barrière justement pour pas me laisser atteindre de ça, et ça arrive. Je suis arrivée au bout d'un moment où finalement les gens ils pensaient que même mes amis me disaient il se passait un truc, et puis ils me disaient non mais c'est bon, on te connaît, tu vas rebondir, tu vas repartir de plus belle. Oui, c'est vrai, je repars de plus belle, et jusqu'au jour où finalement la soupape elle a explosé, et j'ai dit ouais, j'en ai marre. J'ai dit j'ai un ras-le-bol, de faire la forte, exactement. J'en ai marre en fait. Tout le temps, c'est ci, c'est ça, ouais, mais c'est parce que finalement c'est de ma faute, parce que c'est ce que j'ai laissé transparaître pendant tellement d'années. Et donc, les gens, ils s'y sont habitués. Ils se sont dit, mais elle est forte, elle va repartir. Peu importe ce qui lui arrive, en fait, elle trouve toujours les clés. Et à un moment donné, j'ai explosé complet. En vol, voilà. C'était quand ? C'était en septembre 2020.
Séparation amoureuse, du coup, et là, du coup, voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu as mis en place dans tes routines de développement personnel? Si tu peux nous raconter, est-ce qu'elle a été efficace pour toi? Est-ce que tu pourrais recommander? Moi, je peux te dire, hein, le truc qui a changé ma vie, j'écris. J'écris 20 minutes par jour tous les matins. J'écris 3 choses. Mes fiertés de la veille, les trucs dans lesquels je suis fier. J'essaye de mettre aussi une funny story, ou en anglais on dit the worthy story to tell, tu vois. Une histoire que j'aimerais bien raconter encore dans 10 ans. Des trucs, voilà. Je mets ça, quels sont mes apprentissages. Ça, c'est un très bon exercice pour transformer tes petits échecs du quotidien en apprentissage. Et dernière chose, c'est les décisions. Apprendre et les décisions prises. Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper utile. Parce que tu sais, des fois, tu as des décisions en suspens où tu dois te trancher, où tu dois te positionner. Et le fait de les noter, de dire, OK, ça, j'avoue, c'est en suspens, en fait. C'est écrit, c'est en suspens, c'est pas grave. En tout cas, ça m'enlève une partie de ma charge mentale, tu vois. Donc, l'écriture, ça a changé ma vie. Est-ce que toi, il y a des petites... Ouais, il y a des petits trucs. Et je rebondis juste sur ce que tu as dit sur le fait d'écrire un papier. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose un jour et qui m'a appris ça. Il m'a dit, tu sais, quand tu as un problème ou que tu as besoin de prendre une décision, écris-le sur un papier. Et puis après, tu relis. Et finalement, tu te dis, mais finalement, c'est pas un problème. Parce que le fait d'écrire, ça te permet de prendre conscience et surtout de relire plusieurs fois le truc à tête reposée. Et je vais faire un parallèle avec Harry Potter et la pancine. C'est le fait d'écrire, et quand tu reviens à un autre moment donné dessus, et du coup tu dis et tu essaies de te remettre dans le contexte du moment où tu l'as écrit, quelle période de ta vie, quelle journée, et du coup mais tu dis mais c'était une période où c'était un peu compliqué, donc du coup c'est vrai que c'était un problème ce moment-là, parce que psychologiquement j'étais pas en place, j'étais pas alignée, j'étais dans une période difficile, et du coup le truc qui était un problème n'est plus un problème, parce que visuellement tu vois le truc, tu le relis une fois, 2 fois, et tu fais finalement c'est pas un problème. C'est hyper efficace d'écrire. Moi, j'écris pas, mais j'écris des notes. J'ai mes notes. La méditation. Je me fais coacher aussi, du coup. Moi aussi, je coach des gens aussi maintenant. Je vais me lancer mon activité, mais je me fais coacher. Du coup, j'ai un mentor, des affirmations. Affirmations positives. Ouais, affirmations. Et puis voilà, et puis surtout, j'ai été étape par étape. J'ai dû aussi mettre des pansements sur certaines blessures. J'ai dû faire ressurgir aussi certaines choses. Donc, je me suis fait accompagner aussi mentalement dans ce moment de ma vie. Parce que ça a été très, très dur. Et surtout, moi, je suis très à l'écoute de mon corps. Et ça, je l'ai appris. J'ai su... assimiler ces skills, parce que j'ai eu des blessures graves dans ma vie, et donc j'ai compris que je devais être à l'écoute de certaines choses. Et le fait de refouler aussi ces émotions, tu te rends compte avec l'âge, tu deviens beaucoup plus sensible à tout ça, à ce qui se passe dans ton corps, être à l'écoute de ton corps, ce qui s'y passe, les messages qui t'envoient, mais pourquoi tu te blesses, mais pourquoi, mais à un moment donné, il y a ci, il y a ça. Donc c'est vrai qu'on est toujours un peu attaché au côté un peu pur et dur de la blessure. On dit il s'arrête, mais il était fatigué, il s'est arrivé là, mais il y a tout cet impact extérieur qu'on mesure pas, mais qui impacte notre corps. Donc j'ai appris à être à l'écoute de mon corps, et donc j'ai senti que maintenant j'avais besoin de ça dans ma vie. J'avais besoin de me faire accompagner, que j'avais aussi accompagné énormément de personnes et que j'étais à l'écoute, mais que maintenant c'était le moment de m'écouter, vraiment, vraiment. Donc, j'ai commencé par ça, par quelqu'un qui m'a accompagnée, qui m'a permis de faire une vraie remise en question, de me replonger aussi à un moment donné sur mon enfance, sur les blessures de mon enfance, etc. Et puis, crescendo, donc, j'ai commencé à accentuer mon développement personnel. Ça faisait un moment que je m'y intéressais. Je lis énormément de bouquins, énormément.
Puis il y a ce mentor. Du coup, j'ai fait une formation et c'est comme ça que j'ai construit un petit peu cette routine. Et puis surtout, moi, ma difficulté, c'est il faut que je me libère de ma charge mentale. Parce que c'est quelqu'un qui a fait un super parallèle récemment. Il dit, ouais, mais toi, tu as trop d'onglets ouverts dans ta tête. donc ouais, moins de charge mentale. Mais c'est comme ça. Mais les affirmations, tout ça, de me poser une petite routine et puis la méditation. La méditation, maintenant, je m'y suis vraiment mise récemment. Vraiment, je fais un bloc, là, je fais un travail profond. En fait, je suis constamment dans cette remise un peu question personnelle, de me dire où est-ce que je peux être meilleure, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire évoluer ou changer, du coup. Et c'est vrai que ça m'apporte énormément parce que tu te rends compte qu'il y a un champ, mais tellement énorme, un champ des possibles énorme. Ouais. Ouais, une fois que tu mets le petit doigt dans le potentiel du cerveau et que tu sais à quel point ça peut te transcender, forcément, tu es en permanence en recherche de comment l'optimiser et comment est-ce que tu peux faire mieux, quoi. Trop bien. Tu peux citer peut-être quelques ressources, soit sur les bouquins, soit sur le mentor, soit sur... Alors, mentor, Max Piccinini. Ok. Je sais pas si tu connais, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ouais, il me parle pas, tu vois. C'est parce qu'il fait très entrepreneur du web. Mais moi justement c'est costume et tout. Et... Mais du coup c'est vrai que c'est moi ça me parle pas, mais moi c'est ça j'ai parce beaucoup d'admiration en tout cas pour ce qu'il fait. Mais du coup c'est vraiment sur le côté entrepreneur parce que du coup mais du coup il a aussi d'autres formations, du coup d'autres séminaires plutôt qui sont hyper intéressants quand tu commences à fouiller. Ouais, sur le potentiel du cerveau, sur le développement personnel. Ouais, exactement. Les neurosciences, tout cet aspect psychologique aussi. Il y a ça. Après, les bouquins, moi, je lis beaucoup de... j'ai lu le premier bouquin. Après, c'est vrai que là, c'est pas forcément... je sais pas si tu connais Mohamed Bouclé. Non. C'est un mec, ça s'appelle Connaissance illimitée et du coup, c'est un mec hyper intéressant et donc lui, c'est son dada, son credo, c'est la lecture rapide. Ah, il a été champion du monde. Exactement, de lecture rapide. Ouais, j'ai vu ses contenus. Et donc, voilà, il a fait des séminaires sur le cerveau, la connaissance, etc. Donc, c'est un mec qui est hyper intéressant, donc j'adore. Toi, tu vas en séminaire? C'est ton truc, généralement, tu vas plutôt sur... Ouais, dès que j'ai la possibilité, je fais des séminaires, je fais des séminaires business, entrepreneurs, etc. Et puis, je fais aussi des... Ok. Donc, voilà. Après, Tony Robbins, aussi, que j'aime bien écouter, j'aime bien lire parce qu'il a cette force le mindset. Ouais. C'est waouh. Il te reste pas beaucoup de temps parce que je sais que tu as des obligations et après il faut que tu profites toi-même de prendre du temps pour toi. C'est la fin d'année. T'as combien de temps de break d'ailleurs jusque tu rejoues quand? Janvier. Reprise en club du coup le 20 décembre. Le 20 décembre. Ouais. Ah ouais, que donc Noël... Non, Noël, on revient pour on a un break pour les fêtes et après, retour le 26, du coup. Ok, ça marche. Et pas de Nouvel An? Non, pas de Nouvel An, mais on va faire avec les filles, avec les copines, les joueuses de l'équipe, mais je me suis tellement habituée, donc pour moi, c'est pas... C'est pas un moment auquel tu t'attends. Exactement. Si on devait un petit peu conclure, là en janvier il y a ton livre qui sort. C'était quoi le but de ce livre? C'est marrant parce que hier il y a quelqu'un qui m'a posé la question et du coup il a fait un bon résumé. Je pense c'est finalement c'est les réponses aux questions que les gens se sont posées pendant toutes ces années par rapport à la personne que je suis. Donc c'est dans le bouquin. Je pense que c'est ça. Parce que je me suis jamais vraiment épanchée sur tout ce qui s'était passé dans ma carrière. Je veux dire, surtout les questions ou l'image que le grand public avait de moi et qui je suis finalement dans le fond. Et puis, toutes ces péripéties, toutes ces choses pas agréables qui se sont passées. Aujourd'hui, j'en parle dans mon bouquin. Ok. C'est un aspect thérapeutique d'écrire un bouquin? De fou. Ce travail d'introspection, c'est... ça peut être un bonheur et à la fois ça peut être douloureux. Ouais. Parce que au départ t'es un peu timide, on te pose les questions, puis t'oses pas trop, et puis tu parles, et puis il se passe 1, 2, 3 entretiens, et puis là tu commences à être plus à l'aise, et puis les choses se délient,
Et tu dis, ah ouais, j'ai parlé de ça, ah oui, il y a ça, ah oui. Et c'est pas simple de retracer sa carrière, de retracer tellement de choses qui se sont passées, positives, mais aussi négatives, surtout pour moi. Et là, tu fais waouh. Et donc, travail d'introspection, aujourd'hui, je me sens finalement apaisée. On a un qui me disait hier, je pense que tout ce travail d'introspection, ça t'a énormément apporté. Ça n'a pas été simple, ça a été douloureux. Mais je te sens vachement plus apaisée maintenant. Ça fait souvent du bien. Ouais. Trop chouette. Et qu'est-ce que tu as envie de faire après énormément de choses. Je vais faire énormément de choses. Je suis une touche à tout, un couteau suisse. Donc, je fais mes études en finance à l'EDEC. T'as recommencé là, déjà? Ouais, non, ça fait déjà 2 ans. Enfin, 3 ans déjà que, voilà. Il y a ça. Et puis, j'ai des opportunités. Puis, j'ai des projets perso. Et il y a aussi, du coup, mon projet entrepreneur, c'est vraiment de coacher des gens. De les aider. Et puis, combattre ce syndrome de l'imposteur auprès des femmes. Donc, voilà, je suis plutôt bonne dans ce sujet, dans ce domaine-là. Je fais aussi cette année le Bouddhi Programme de Alliance, du coup, qui est trop cool parce que tu bosses, tu coaches en fait des salariés d'Alliance. Donc, trop cool sur la partie olympique parce qu'ils sont aussi partenaires officiels des Jeux. Et donc, super enrichissant. De toute façon, il y a mes conférences aussi. Donc, voilà, il y a ma boîte de coaching que je vais lancer là dans pas longtemps, je pense. Et voilà, puis les gens adorent comment ça se passe et les clés que je peux leur apporter. Et donc, je sais que je suis très bonne dans ce domaine, dans cette voie. Je sais emmener les gens avec moi. Donc, il n'y a pas de raison que je le fasse pas. J'ai envie d'amener cette plus-value, du coup, dans la vie des gens, si c'est possible. Plutôt one-to-one ou plutôt conférence? Ou plutôt formation en ligne? Les deux, mais ouais, je vais aussi, je pense, peut-être à terme créer une formation, du coup, sur le sujet. Ok, trop bien, j'ai hâte. Écoute, c'est un beau programme, mais bon, d'ici là, ne fais pas trop quand même. Ferme quelques onglets, ça fait du bien. Moi, c'est un autre truc que j'ai appris à faire, c'est supprimer tous les trucs dans ma to-do que j'ai pas fait depuis 3 mois. Ouais. Ça marche, ça fait du bien. Ça allège la charge mentale. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu douloureux de cliquer sur supprimer, mais ça marche. Tu connais Obsidian? Ouais, très bien. J'utilise. Ok. Ouais, et ça m'a aussi beaucoup déchargé mentalement, du coup. Second cerveau et l'autre meunier. Ouais, exactement. Et ça marche très très bien. Ouais. Je m'y suis mis il y a 6 mois là. Ok. Moi j'ai fait, c'est tout frais, Donc, ok. Voilà. Ça met un peu de temps à se mettre en place, mais. Ouais, mais une fois que t'as compris, après, c'est cool. Ouais. Ok, trop fort. Bon, on aura l'occasion de comparer nos seconds cerveaux à l'occasion. Merci beaucoup, Alison. Merci à toi. C'était chouette. On est parti un peu dans tous les sens. Ouais. Mais avec nos personnalités, fallait s'y attendre. Donc, c'est trop bien. Et puis, écoute, comme on dit par chez moi, je te dis à très vite, parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Merci. À très vite. Salut.